Super. Ok, donc concernant ce thème et cette présentation sur le télétravail dans la construction, rapidement, les différents points qu'on abordera, ce sera déjà pour cadrer le sujet, c'est la définition du légal du télétravail, parce qu'on peut parfois confondre télétravail, travail à domicile et VRP, c'est pas forcément toujours pareil légalement. En deuxième partie, ce sera la mise en place du télétravail au sein de l'entreprise, comment mettre en place le télétravail, est-ce qu'il y a des obligations à respecter ou pas. Ensuite, troisième partie, ça sera les droits et obligations du salarié. Et en quatrième partie, les droits et obligations de l'employeur. Et en dernière partie, un thème un peu plus d'actualité sur le télétravail et la crise sanitaire en rapport avec le Covid-19. Donc, concernant la définition légale du télétravail, le Code du travail le prévoit expressément et prévoit cette définition qui dit que c'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, dans les bureaux de l'employeur, mais est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire, il accepte, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, donc un ordinateur ou autre chose. Et en fait, donc, faut pas confondre télétravail et, par exemple, travail à domicile, parce que déjà, le travail à domicile, on n'utilise pas forcément des outils de communication, des technologies de l'information, donc ce n'est pas du télétravail. Ça peut être du travail à domicile, mais pas du télétravail. Faut pas non plus confondre le télétravail avec les VRP, qui sont des personnes qui ne vont pas travailler dans des locaux professionnels de manière générale, mais qui ne sont pas pour autant forcément en télétravail. Et le télétravail aussi peut se faire pas forcément à domicile, il peut se faire également en dehors du domicile, c'est-à-dire en dehors des locaux professionnels, des bureaux de l'employeur, et en dehors du domicile, dans un local bien précis. Donc, faut vraiment pas confondre ces trois notions-là. Et donc, nous, on parle du télétravail prévu par le Code du travail. Et il faut savoir que l'entreprise, peut recourir au télétravail soit dès l'embauche, soit après l'embauche ultérieurement, et de manière occasionnelle ou plutôt de manière irrégulière. Il faut savoir aussi qu'il peut imposer le télétravail en cas de force majeure, mais ça, on le verra beaucoup plus tard. Alors justement, pour continuer sur ce que disait Aubin, il faut savoir un truc, c'est que les ordonnances Macron du mois de septembre 2017 ont radicalement changé la donne en matière de télétravail, parce que jusqu'au mois de septembre 2017, le 24 de mémoire, c'est un peu plus loin dans le support, le télétravail était possible, mais qu'à partir du moment où il y avait un accord formalisé entre l'employeur et le salarié, et cet accord prenait la place généralement d'un avenant au contrat de travail. Et là, à partir du moment où il y avait un accord au contrat de travail, l'employeur était pieds et poings liés, puisque c'était une galère pas possible pour sortir de la modalité du télétravail. Ces ordonnances sont venues assouplir le tout, et maintenant, il n'y a plus nécessairement besoin d'un accord au contrat de travail pour formaliser le télétravail. On peut le faire un petit peu de la manière que l'on veut, mais il y a quand même un ordre qu'il vaut mieux essayer de respecter dans cette mise en place. Alors, le mieux, le must, ça reste l'accord d'entreprise. Et ça s'adresse à des entreprises qui ont déjà toute la représentation du personnel suffisamment fonctionnelle et de quoi négocier avec les partenaires syndicaux. Ça ne s'adresse pas forcément donc à toutes les boîtes. Soit alors, si vous n'avez pas tout cet personnel à disposition, vous pouvez simplement mettre une charte unilatérale en place. Un petit peu de la même manière que vous pouvez le faire, par exemple, pour ce qui est de la mise en place de la prévoyance au sein de l'entreprise, par la fameuse décision unilatérale. Vous pouvez faire pareil pour le télétravail. Un document bien complet. Alors, on va voir un petit peu après ce qu'on va mettre dedans, puisqu'il y a des droits et obligations et pour l'employeur et pour le salarié. Mais vous pouvez de vous-même rédiger ce document et puis ensuite l'appliquer. Comme ça, les règles du jeu sont claires. Bien sûr, si vous avez un CSE, il faudra le consulter avant pour mettre en place ce document. Et puis, si vous n'avez rien de tout ça, eh bien, par un simple accord entre vous et votre salarié, c'est faisable. Alors, un simple accord, c'est quoi? Ça peut résulter d'un simple SMS sur un téléphone. Ça peut résulter d'un mail. Nous, ce qu'on vous conseille avec Aubin, c'est de vous ménager une preuve. De toujours se ménager une preuve, parce que simplement dire je lui en ai parlé, il était d'accord, et puis finalement vous commencez à travailler et quelques temps plus tard vous avez une contestation, si vous n'avez pas de preuve, ça va être difficile de pouvoir vous défendre. Ça là, le conseil pratique qu'on va vous donner essentiellement avec Aubin durant toute cette formation, c'est qu'en l'absence de preuves sur ce qui se passe, c'est beaucoup plus difficile pour nous, avocats, de vous défendre en cas de problème.
Donc, voilà, toujours se ménager une preuve. Mais par contre, l'avenant au contrat de travail en lui-même n'est pas obligatoire. Et j'ai même envie de vous dire, on va essayer de l'éviter. Parce que dès lors qu'on a un avenant, ça devient plus compliqué. Alors, qu'est-ce que on va mettre dans cet accord ou cette charte? Eh bien, il va y avoir plusieurs clauses, notamment sur les conditions de passage en télétravail. Alors, les conditions de passage en télétravail, ça va être plusieurs choses. Ça va être, un, les causes pour lesquelles on va passer en télétravail. Simplement, par exemple, des problèmes de météo, du verglas sur les routes ou de la chaleur excessive, comme on a eu l'année dernière, ou le coronavirus, mais ça, Aubin en parlera un petit peu après. Et au-delà des causes, ça va être ensuite tout ce qui va entourer de façon effective le télétravail. Par exemple, tout le matériel. Est-ce que vous donnez un ordinateur portable ou pas à votre salarié pour qu'il puisse travailler, que ce soit de chez lui ou dans le train ou depuis un lieu parce qu'il est parti chez un client et puis il en profite pour rester 2 jours sur place pour je ne sais quelle raison et il va travailler. Donc tout ça, c'est important. Dans ces conditions aussi, il y a le préavis. C'est-à-dire que pour passer en télétravail, généralement, c'est un petit peu comme dans le cadre d'un licenciement, on peut ne pas faire les choses du jour au lendemain. On peut prévoir les gens en disant, bah voilà, à partir de dans une semaine ou dans 15 jours, vous allez passer en télétravail parce que les conditions font que pour nous, elles sont réunies. Typiquement, vous êtes employeur, vous avez prévu de faire des travaux de rénovation de votre entreprise, vous les prévenez suffisamment longtemps à l'avance pour de manière à ce que tout le monde s'organise à travailler en télétravail pendant 1 mois ou 15 jours ou 2 mois, que sais-je. Ça évite par exemple d'avoir à recourir à des modalités de chômage partiel pour pouvoir justement faire des travaux en entreprise, comme on le voit de temps en temps. Et bien sûr, tout ce qu'on fait, eh bien, on le défait. C'est-à-dire que si on doit prévoir les conditions pour passer en modalité de télétravail, on doit aussi prévoir les conditions pour revenir à du travail normal. Et là, il faut faire très attention à ça, parce que si on ne prévoit pas ces modalités par lesquelles on peut imposer aux salariés de revenir travailler sur place, ben vous allez vous exposer à des petits problèmes du genre, ah oui, mais moi j'avais une organisation précise parce que finalement, ben, c'est plus ma femme qui emmenait les enfants, c'est moi. Et du coup, eh ben, je peux plus revenir au bureau parce que je dois emmener les enfants en garderie. Et ça, c'est des problèmes qui deviennent vite énervants et que vous allez devoir entendre, même si vous avez un pouvoir de direction, vous allez devoir les entendre parce que si vous ne les avez pas prévus, vous serez embêté. Si maintenant c'est prévu, soit dans l'accord d'entreprise, soit dans une charte, eh bien, le salarié ne pourra pas trouver une excuse, pardon pour le terme, mais bidon, pour pouvoir échapper à la modalité de télétravail et devra s'organiser lui-même en amont pour pouvoir être disponible au retour à un exercice normal du travail à tout moment. Donc, c'est ça le plus important dans ces accords, c'est quelque part déminer ces situations qui sont très énervantes pour l'employeur. Lorsque tout va bien, ça va, mais lorsqu'on a un salarié qui use un petit peu de mauvaise foi, ça devient vite une galère. Je pense qu'Aubin, tu pourras confirmer sur ce point. Et au-delà des modalités de passage en télétravail et de retrait du télétravail, eh bien, il y a toutes les modalités de travail standard. C'est-à-dire qu'un salarié qui travaille sur place a un certain temps de travail, au-delà duquel il est éventuellement en heures supplémentaires. Ou s'il est en forfait jour, vous savez que vous devez faire en sorte d'organiser le travail pour qu'il y ait une compatibilité entre la vie professionnelle et la vie privée. Mais en télétravail, c'est la même chose. Et là, vous allez avoir tout un tas de problèmes qui vont se poser, puisque comment est-ce que je fais, par exemple, pour m'assurer que mon salarié en télétravail ne va pas faire d'heures supplémentaires? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir inscrire dans votre accord, parce que sinon, vous pourrez rapidement avoir des réclamations sur ce point. Et puis, les autres points dessus, on les verra, mais il y a également des points que Aubin va apporter tout de suite sur, par exemple, les accidents de travail, sur les indemnités de transport. Donc, c'est tous ces points-là qu'il faut voir. C'est comme un espèce de mini-vie en entreprise, mais à la maison, qu'il faut organiser et qu'il vaut mieux prendre le temps d'organiser. Aubin, je te laisse continuer ou oui, je suis passé de slide. Voilà. D'où l'intérêt, non, c'est très bien. D'où l'intérêt de ce que Jean-Pierre disait. On a vu que ça pouvait être mis en place le télétravail soit par accord d'entreprise, soit par une charte ou soit par tout moyen. On a bien vu après l'exposé de Jean-Pierre qu'il est quand même préférable que ce soit fait par tout moyen. On a vu que c'était par texto, par mail, mais il est préférable que ce soit bien encadré via une charte ou un accord qui vous permettra de tout prévoir et de tout anticiper que par un simple SMS ou par un mail qui ne prévoira pas tout, et en cas de litige, ce sera une situation assez compliquée pour l'employeur et pour son conseil ou ses conseils. Très rapidement sur
sur les obligations du salarié, les droits et obligations du salarié. Sur les droits du salarié, en fait, le salarié a le droit de refuser le télétravail quand il lui est demandé, sauf cas de force majeure, hein, comme par exemple pendant le Covid, il ne pouvait pas refuser parce que c'était impératif. Ça relevait également de l'obligation de sécurité de l'employeur, mais de manière générale, le salarié a le droit de refuser une demande de télétravail de son employeur. Ce refus ne peut absolument pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ou un motif de licenciement. Il a également droit à une indemnité d'occupation de son domicile à partir du moment, et c'est une condition essentielle, à partir du moment où aucun local professionnel n'est mis à sa disposition pour exercer son métier. Donc, en fait, cette indemnité d'occupation de son domicile, elle est obligatoire quand on analyse la jurisprudence à partir du moment où la demande de télétravail est faite par l'employeur et que l'employeur ne met pas à la disposition du salarié un local professionnel. Mais lorsque la demande de télétravail est faite par le salarié, alors qu'il peut travailler dans les locaux, donc selon la jurisprudence, ce n'est pas possible pour lui d'exiger une indemnité d'occupation. Donc les deux points pour le versement de l'indemnité d'occupation, c'est une demande faite par l'employeur qui ne met pas à la disposition du salarié un local professionnel pour que le salarié puisse faire son télétravail. Il a également droit en fait à une indemnité relative aux coûts liés au télétravail. C'est différent le coût lié au télétravail ou à l'indemnité d'occupation du domicile. C'est vraiment deux compensations différentes. Le code du travail concernant les coûts liés au télétravail, c'est par exemple l'électricité, le chauffage quand on est en hiver, l'ordinateur portable s'il n'a pas d'ordinateur portable, la 3G, Internet. Avant la réforme de 2018, 2017, les réformes Macron, il n'y avait pas d'obligation, il y avait une obligation express dans le Code du travail. Et depuis cette réforme, il n'y a plus d'obligation express qui est marquée dans le Code du travail. Mais par contre, il est prévu dans un accord sur le télétravail qui a été signé par différentes organisations patronales, le MEDEF, le CPME et l'UPA. Il y a une obligation de prendre en charge en fait les coûts liés au télétravail. La jurisprudence prévoit également une obligation générale qui ne concerne pas uniquement les télétravailleurs, mais tout salarié. Elle dit en fait que l'employeur doit prendre en charge les frais qu'un salarié, peu importe qu'ils sont en télétravail ou pas, expose pour les besoins de son activité professionnelle. Et cette jurisprudence-là, elle peut servir en fait au télétravail, dans une situation de télétravail. Et donc, même si le Code du travail ne prévoit plus expressément la prise en charge des frais de télétravail, il ne l'interdit pas, mais il y a un accord qui le prévoit, l'ANI, l'accord national interprofessionnel, et il y a également la jurisprudence qui prévoit la prise en charge de ces coûts. Donc, il faudra faire attention, ça fait partie des droits du salarié. Ensuite, le salarié en télétravail a les droits identiques à tout salarié. Donc, il a un droit à la déconnexion, donc une séparation de sa vie privée et sa vie personnelle. Il a également il a droit à tout ce qui est législation relative aux accidents de travail. Un salarié qui fait son télétravail à domicile ou dans un local extérieur, par exemple, qui se blesse, peut déclarer, doit même déclarer son accident de travail ou même un accident de trajet quand il se déplace de son domicile au lieu où il effectue le télétravail. Il a également le droit de participer à une formation ou à des élections professionnelles. Sur les obligations, je vais essayer d'aller très rapidement. Le salarié en télétravail reste salarié et il est soumis en fait aux obligations qui sont imposées à tout salarié lambda qui n'est pas en télétravail. Donc, il doit respecter les dispositions relatives déjà à la charte qui est prévue et à l'accord du télétravail, donc tout ce qui est délai de prévenance. Il ne peut pas du jour au lendemain, même s'il y a une charte du télétravail, se mettre en télétravail sans prévenir son employeur ou sans respecter les conditions qui ont été prévues par son employeur. Il doit également respecter tout ce qui est restriction d'utilisation des équipements ou des données. J'imagine que dans les entreprises de l'économie de la construction, vous avez parfois des logiciels spécifiques qui doivent être utilisés d'une certaine manière. Eh ben, le salarié doit respecter toutes ces règles d'utilisation et aussi de confidentialité en fonction de certains projets concernant des projets de construction que vous aurez qui demeurent confidentiels et donc qui sera soumis à cette confidentialité.
J'essaie de passer rapidement, mais vous aurez le support sur les autres obligations. Je vais passer la parole à Jean-Pierre concernant les droits et obligations de l'employeur. Alors, ouais, avant, je voudrais juste apporter une petite précision sur cette histoire de prise en charge des coûts liés au télétravail et d'indemnité d'occupation, parce que je sais qu'en termes de coûts, ça crispe souvent et c'est bien normal. Ce qu'il faut savoir dedans, c'est qu'il ne faut pas envisager ça comme étant un surcoût pour vous sur le télétravail, mais plutôt comme une opportunité. Alors déjà, vous avez de la chance, l'URSSAF s'est maintenant saisi du sujet et il n'y a plus trop de risques de redressement d'URSSAF à tort et à travers, puisque vous savez très bien que lorsque vous versez une somme à vos salariés sans forcément justifier du fait qu'il s'agit d'un frais pour vous, l'URSSAF a tendance à très facilement venir vous taper dessus et vous dire « Oulala, c'est du salaire, on charge ». Maintenant, les règles sont un petit peu claires et vous avez des barèmes à ne pas dépasser, c'est-à-dire en franchise, sans avoir à justifier du coût pour le salarié. Et typiquement, vous allez sur le site de l'URSSAF, vous verrez, sinon votre expert comptable vous le dira très bien aussi. Lorsque vous autorisez 1 à 2 jours de télétravail par mois à votre salarié, vous pouvez lui donner en franchise de cotisation jusqu'à 10 ou 20 euros par mois. Alors, cette somme vient prendre en charge, donc, comme on disait tout à l'heure, l'électricité, l'abonnement Internet, voilà, tous ces frais annexes. Certes, c'est de l'argent que vous déboursez, mais quelque part, plutôt que de faire une augmentation de salaire une année, eh bien, vous passez un accord de télétravail et vous, ça vous permet de donner un petit peu plus de sous à vos salariés, puisque eux, de toute façon, leur offre un Internet qui est à 20 ou 50 euros entre SFR ou Free, que sais-je, ils la payent quoi qu'il arrive. Donc, finalement, ils seront contents de recevoir un petit peu plus de sous qui leur permettront d'asseoir ces coûts. Et vous, derrière, ça vous permet de faire une augmentation, pas de salaire, mais en tout cas, vous leur donnez un peu plus d'argent, tout en ayant une franchise de cotisation sociale sur ce point. Donc, il y a possibilité de jouer sur les deux tableaux et de faire quelque chose d'intéressant pour vous aussi. Attention toutefois aux sommes que vous allez verser, puisque si vous versez des sommes trop importantes, à ce moment-là, il faudra demander aux salariés de justifier de la place qu'il alloue, par exemple, s'il travaille à domicile, de la place qu'il alloue à son bureau et à l'ordinateur portable, de justifier de ses frais et tout. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais il faut faire attention à ce que l'on fait, pas hésiter de se faire accompagner d'un expert comptable sur ce point pour justement éviter un redressement URSSAF qui, à la fin, pourrait être dérangeant. Donc là, c'est le petit point sur lequel nous voulons insister avec Aubin. On vous mettra le lien, mais vous avez sur le site de l'URSSAF un tableau qui est assez bien fait et qui vous permet de savoir ce que vous pouvez verser ou ce que vous ne pouvez pas verser. Naturellement, si vous décidez de ne pas verser de somme à vos salariés en disant de toute façon, son abonnement Internet, il le paye déjà, donc moi, je ne vois pas pourquoi j'aurais quelque chose à lui verser, puisque je lui donne un ordinateur portable pour faire son travail, et donc il n'expose aucun frais. Je vous dirais, oui, on peut tenter le coup. On peut tenter le coup jusqu'à ce que le salarié, pour une raison ou pour une autre, soit mécontent pour autre chose au sein du contrat de travail. On ne fera pas la réflexion que pour ce point. Et c'est quelque chose de plus qu'on viendra vous réclamer devant un conseil de prud'homme. Et naturellement, ça ne passera pas. Donc après, c'est un calcul qu'il convient de faire entre est-ce que je paye maintenant, est-ce que je paye plus tard, est-ce que je vais être dans les clous de la loi, est-ce que je m'achète la paix sociale ou pas. Mais effectivement, c'est un calcul à faire. Alors, justement, sur les droits et obligations de l'employeur, à part cette obligation de payer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous, de la même manière qu'un salarié peut refuser le passage en télétravail, vous aussi, vous pouvez refuser une demande de télétravail de la part d'un salarié. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas simplement de refuser, il faut aussi justifier de votre refus. Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, lorsque vous avez une petite équipe et que vous avez besoin que les 3, 4, 5 membres de l'équipe travaillent ensemble sur un projet donné pour un client, c'est une raison objective. Donc, il faut donner une raison objective. Alors, après, la raison objective, vous pouvez très bien la travailler un petit peu, mais vous ne pouvez pas simplement refuser, dire non, et puis c'est tout dans le cadre d'un SMS. Il faut vraiment aller apporter la raison du pourquoi est-ce que vous refusez, sinon ça vous sera reproché. Donc, ça, c'est important et je maintiens parce que je vois malheureusement trop souvent en contentieux des employeurs qui se sont contentés de dire non à un salarié dans un texto et derrière, c'est la catastrophe. Et nous, on rame pour essayer de rattraper ça, alors que mettre 3 mots de plus dans le message, ça permet de clore tout le débat en amont. Au-delà de ce refus, vous avez tout de même votre pouvoir de direction et de gestion de votre entreprise. Je vais peut-être passer au fur et à mesure le truc parce que je parle. Donc, on disait le refus. Vous conservez votre pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez un salarié en télétravail,
ce n'est pas une excuse pour lui pour ne plus être joignable parce qu'il s'occupait des enfants, parce qu'il s'occupait du chien ou que sais-je. Il est en télétravail, ça signifie qu'il travaille. Donc, vous pouvez l'appeler alors durant les heures de télétravail que vous aurez normalement préalablement inscrites dans l'accord, mais vous pouvez l'appeler à volonté, de la même manière que vous pouvez débarquer dans son bureau pour poser toutes les questions que vous avez à poser. Donc ça ne change pas. Le télétravail est neutre à ce sujet. Autre point, on l'a vu, vous avez les coûts et frais du télétravail à prendre en charge, mais pas que. Vous devez également faire attention, et c'est là ce qu'on disait tout à l'heure, le problème du millefeuille d'obligations à l'attention de l'employeur, c'est que vous devez faire attention que votre salarié soit bien informé sur les restrictions d'usage des équipements des télécommunications. Alors, tout bête, hein, mais faire du télétravail sans charge de télétravail, c'est du suicide. Mais avoir des salariés qui utilisent des ordinateurs portables sans charte informatique, qui prévoient expressément les obligations de vos salariés s'agissant de la sécurité, de la gestion des mots de passe, de la gestion de l'ordinateur, le fait qu'on ne doit pas le laisser, par exemple, à vue dans le véhicule, mais qu'on le mette plutôt dans le coffre. Vous voyez qu'on gère tous ces aspects-là, c'est également du suicide pour un employeur. Et cette charte informatique devrait, à notre sens, on en avait discuté avec Aubin hier soir, également prévoir ce que doit faire un salarié en télétravail. Si c'est du télétravail à domicile, par exemple, il doit s'assurer que personne d'autre que lui ne puisse avoir accès au matériel. Ça vous évitera bien des déconvenus et des problèmes, que ce soit sur la valeur d'un PC portable parce que l'enfant a renversé le café dessus et qu'il sera mort, ou que ce soit pire parce que l'adolescent de 16 ans que vous avez puni parce qu'il a mal travaillé à l'école, décide de brûler le PC portable ou pire encore d'effacer tous les documents professionnels. Sachant que ce que je dis là, c'est des exemples qu'on a déjà vus en jurisprudence, hein, c'est pas simplement sorti du chapeau. Donc simplement, si on peut prévoir ça en tout état de cause, ça vous évitera bien des problèmes. Au-delà donc de ces restrictions sur l'usage des équipements, il y a toutes les obligations de droit commun, par exemple sur l'entretien annuel. Pour ceux qui font des modalités de travail, non pas en horaire, mais en forfait en jour. Vous savez que vous avez un entretien annuel dans le cadre du forfait jour spécifique sur la charge de travail et l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Eh bien, même chose, il faut ajouter ici dans le cadre du télétravail un petit entretien annuel, donc une case de plus dans les entretiens, sur les conditions de l'activité du salarié en télétravail et sur sa charge de travail. Et on vous conseille vraiment de le faire parce qu'en cas de problème, c'est pareil. Je passe à sortir la soupe à la grimace, hein, mais en cas de problème, si jamais vous avez un dossier qui va loin au prud'homme, c'est quelque chose que l'on ressort et que les présidents de conseils de prud'homme nous demandent fréquemment. En disant, mais maître, est-ce que votre client a ce document? Et si vous n'avez pas, là, on vous fait tout de suite les gros yeux et vous savez que ça risque de mal se passer dans le délibéré. Donc, à la limite, j'ai envie de vous dire, je préfère avoir un document où le salarié vous charge un petit peu en disant que c'est pas possible, etc. C'est toujours plus facile de dire après que en fait c'est ce salarié qui pose problème, mais tous ses collègues travaillent très bien selon la même modalité, plutôt que de ne pas avoir le document, parce que là, pour un conseil de prud'homme, ça sonne tout de suite mauvaise foi de la part de l'employeur. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein, parce que je sais très bien que ce genre de document, on n'a pas forcément le temps d'organiser les entretiens, on n'a pas forcément le temps de signer tout. Mais il reste que ça fait partie des incontournables, malheureusement, pour un employeur. Et puis, vous avez également, non pas le droit, mais l'obligation, vous constatez, l'employeur a plus d'obligations que de droits, bienvenue en droit français, et bien de donner la priorité aux salariés à un retour en poste sans télétravail. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important, c'est-à-dire que si vous avez le choix entre deux, mais qu'un était en télétravail et pas l'autre, si vous faites la demande de revenir sur des modalités normales de travail, vous devez les lui accorder. C'est un petit peu la même chose que la priorité de rembauche issue d'un licenciement économique. Ça fait partie des obligations sur lesquelles vous ne pouvez de toute façon, vous ne pouvez pas vous en échapper. Et enfin, et ça c'est le meilleur pour la fin, c'est toutes les obligations liées aux risques psychosociaux, isolement du salarié, réunion avec les autres, parce que si vous avez des gens qui sont en télétravail plus de 3 jours par semaine, c'est plutôt rare, hein, généralement le télétravail c'est jusqu'à 2 jours par semaine, mais quand on va à plus, on commence à avoir des dossiers de personnes qui nous disent oui voilà, moi je me sens isolé, j'ai pas mes collègues pour pouvoir travailler, ça devient compliqué. Donc, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité, parce que jusqu'à présent, les gens militaient pour avoir du télétravail, et puis vous avez toujours des esprits un petit peu retors qui vont venir vous reprocher
finalement cette mesure de télétravail. Donc, ben, à vous de voir si vous avez un CSE, des remontées d'informations. Si vous n'en avez pas, ce qui va vous permettre d'éviter ces risques psychosociaux, c'est ce fameux entretien annuel justement sur les modalités du télétravail. Et enfin, ça fait partie, on aurait peut-être dû le mettre dans l'aménagement de poste. Il faut que l'aménagement du poste soit adapté. Alors, jusqu'à présent, une simple attestation du salarié sur l'honneur suffit, mais de plus en plus, je pense qu'on va se diriger vers des contrôles par des organismes de certification, des organismes adaptés, puisque tout le monde, pour le cas du travail à domicile, hein, enfin du télétravail à domicile, vous avez des gens qui seront bien organisés sur une table de salon avec l'ordinateur portable et tout, et vous en aurez qui ne vous le diront pas, mais qui travailleront sur des tréteaux. Et il suffit que la planche se casse la figure et le blesse, et boum, vous avez un accident de travail, et donc possiblement une augmentation de vos cotisations sur ce point. Donc, ça fait partie des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà. Et enfin, eh bien, je vais laisser Aubin traiter la partie qui nous intéresse en ce moment, c'est-à-dire les crises sanitaires. C'est ça, exactement. Sur la crise sanitaire liée au Covid, le télétravail a quand même un intérêt particulier et assez important parce qu'il permet finalement à l'employeur, bon, d'une part, pendant l'état d'urgence, c'était obligatoire, c'était la règle, c'était vraiment le télétravail et ça l'est encore. Et uniquement les salariés se déplacent en entreprise quand ils ne peuvent pas faire de télétravail. C'était un peu ça. Mais au-delà de cet intérêt-là, c'est que le télétravail permet à l'employeur de respecter son obligation de sécurité. On est encore en période de crise sanitaire. Si un salarié est contaminé sur son lieu de travail, l'employeur est engagé. Il a une obligation de sécurité et de résultat sur ce sujet-là, sur la santé et la sécurité de ses salariés. Et le télétravail, finalement, permet de réduire ce risque-là. Il y a un protocole de déconfinement qui a été prévu par le ministère du Travail. On vous a mis le lien, vous pourrez le voir pour respecter, qui permet finalement à une entreprise de dire qu'elle s'est en tout cas rapprochée ou qu'elle a essayé de respecter. Le mieux, ce serait qu'elle le respecte entièrement, mais qu'elle a respecté vraiment toutes les obligations prévues par le Code du travail. On a marqué les articles sur le support. Donc, ce protocole de déconfinement permet à une entreprise de se dédouaner en cas d'accident. Mais le télétravail, une fois qu'un salarié peut faire du télétravail, il est vivement recommandé à ce moment-là à l'employeur de demander aux salariés de faire du télétravail. Non pas peut-être, parce que là on n'est plus en confinement, non pas de le faire 5 jours sur 7, mais vraiment de le faire de manière assez régulière ou quelques jours dans la semaine. En sachant qu'en matière d'épidémie, en période d'épidémie, l'employeur a la possibilité d'obliger le salarié à être en télétravail. Donc le télétravail revêt en fait une importance et un intérêt assez particulier pendant cette période de crise. Ensuite, concernant le télétravail et l'activité partielle, autrement dit le chômage partiel. Le gouvernement vous a mis également un lien que vous verrez, a mis un document en ligne concernant le chômage partiel et le télétravail. Le chômage partiel n'empêche pas le télétravail. Un salarié, un employeur peut décider d'alterner des périodes de télétravail et des périodes de chômage partiel. Par contre, ce qui n'est pas autorisé et ce qui n'est pas permis, c'est que le salarié qui est en chômage partiel travaille pendant la période de chômage partiel ou est en télétravail pendant cette période de chômage partiel. Donc ça, l'employeur qui permet à son salarié de faire ça s'expose finalement à des sanctions, que ce soit des sanctions pénales ou même des sanctions civiles. Hein. Il a l'obligation de rembourser toutes les aides de l'État qu'il a perçues. Et également, ce serait du travail dissimulé. Donc ça, c'est au moins 6 mois de salaire, ce qui est prévu dans le Code du travail, une indemnité pour travail dissimulé qui sera versée aux salariés. Donc, j'ai essayé d'être dans le temps. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si Jean-Pierre a peut-être des éléments à rajouter sur la crise sanitaire. Un tout petit complément sur ce que tu disais justement. Là, je viens d'avoir le cas qui m'est rentré jeudi dernier d'un employeur qui justement avait des salariés en activité partielle. Alors certains ne travaillaient pas du tout, donc c'était vraiment, je vais plutôt utiliser le terme de chômage partiel parce que on avait les chômages partiels, on est parti sur activité partielle, et bon voilà, en gros c'est en chômage technique. Donc certains ne travaillaient pas du tout et d'autres ne travaillaient que le matin.
Certains étaient en télétravail, d'autres non. Et l'inspection du travail a eu plusieurs plaintes, puisque cet employeur avait eu la bonne idée, comme beaucoup, de les mettre en chômage partiel, mais de leur demander de continuer à travailler de façon permanente. Alors, il avait été assez fin dans le sens où il n'avait pas laissé d'écrit. Il n'avait fait ça que par oral. Néanmoins, certains des salariés ont déposé une plainte à l'inspection du travail en démontrant qu'ils poursuivaient leur activité et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement via des mails, via le volume de travail. Et là, j'essaie de défendre cet employeur et je vous dis c'est coton parce que l'inspection du travail est très, très, très pointilleuse sur ce genre de cas et ils ont visiblement les dents acérées, ils ont envie de sanctionner assez fortement. Donc là, c'est petit conseil entre 13 perdieux. Faites vraiment attention à ça si vous leur demandez de continuer à travailler alors qu'ils sont au chômage partiel, télétravail ou pas. L'inspection du travail est en train de guetter et ça risque de faire assez mal parce que, comme disait Aubin, c'est bien sûr du travail dissimulé, donc c'est 6 mois de salaire d'indemnisation par salarié, mais au-delà de ça, c'est une fraude et c'est très possiblement une qualification pénale. Et je pense qu'en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas non plus envie de vous retrouver devant une juridiction correctionnelle à devoir vous justifier d'avoir fait travailler vos salariés alors qu'ils ne devaient pas le faire. Donc voilà, ça c'était le petit point d'attention, un petit peu en aparté du télétravail finalement, mais faites vraiment attention à ça parce que ça peut faire très mal. Il faudra faire particulièrement attention, surtout en ce moment, parce qu'il y a une campagne, en tout cas, un ordre qui a été donné aux inspections du travail, aux différents directs, de contrôler et de faire très attention à toute déclaration de la part de salariés ou de la part de délégués du personnel pour les entreprises qui en ont. Et donc, il y aura une campagne vraiment de contrôle pour l'État. Et les sanctions, je pense que l'État va vraiment sanctionner parce qu'il a effectivement accordé beaucoup d'aides et il espère que ces aides-là aient été faites ou demandées de manière légale et pas de manière illicite. Donc, on vous recommande vivement de faire attention, pendant ces périodes-là. Et alors, demander à ces salariés de télétravailler pendant le chômage partiel. Alors, je pense qu'on va bientôt passer aux questions, mais je ne sais pas s'il y en a une sur ce point, sur la possibilité d'être contaminé par le coronavirus sur le lieu de travail. On est en déconfinement. Il y a des règles qui ont été édictées par le gouvernement. Faites vraiment attention de les respecter. C'est-à-dire, ne nous faites pas une réunion avec 15 salariés ou 10 dans un bureau qui fait 10 mètres carrés. Parce que le problème, on se dit toujours, oui, c'est toujours compliqué d'apporter la preuve que le salarié était contaminé sur le lieu de travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où le salarié a été contaminé et que sur le lieu de travail, les distances n'ont pas été respectées, cela suffit. Cela suffit à faire partir une présomption que la contamination vient du lieu de travail parce que c'est plus simple en termes d'assurance pour le salarié et pour tout le monde. Et donc, du coup, c'est vous, employeur, qui serez tenu responsable. Donc, faites vraiment, vraiment attention. J'ai eu le cas récemment là d'une société qui emploie des infirmières à domicile qui a voulu faire une réunion et qui a mis 8 infirmières dans un local de 8 mètres carrés pour pouvoir faire un petit briefing. Ça passe pas. Ça passe vraiment pas. Et s'il y a une contamination, c'est tout pour l'employeur. Donc, faites vraiment attention quand c'est comme ça. Port du masque, faites 2 réunions successives s'il le faut. Essayez d'avoir vraiment 1 mètre de distance entre vos salariés. On se permet d'insister avec Aubin parce que le peu de retour qu'on commence à voir sont un petit peu déroutants et à chaque fois tendent à appuyer un petit peu plus la tête sur l'employeur alors que les employeurs sont déjà ont déjà bien la tête sous l'eau justement ces derniers temps. Charline, avons-nous des questions? Merci beaucoup tous les deux. Oui, nous avons des questions. Alors, je vais remonter. Première question. Le télétravail permet une certaine souplesse dans l'organisation familiale, notamment, que se passe-t-il en cas d'accident pendant les horaires supposés de travail, mais pour un motif personnel? Récupérer les enfants, par exemple, à l'école. Alors, ok. C'est très simple, c'est exactement les mêmes règles qu'habituellement. C'est-à-dire que vous avez un salarié qui est en télétravail. Pendant les heures de travail, il n'est pas du tout supposé aller chercher ses enfants à l'école. S'il le fait, vous allez avoir un problème de preuve. Ça, c'est tout le problème du télétravail, puisque comme les gens ne sont pas à vue, on va difficilement pouvoir savoir ce qu'ils ont exactement fait. Mais s'il le fait et que vous êtes en mesure de démontrer que la personne a eu un accident sur le trajet entre chez lui et l'école alors qu'il était supposé être en télétravail, c'est un accident standard. C'est pas un accident du travail, c'est même pas un accident de trajet. Et donc le point est réglé. Et en plus, pour vous, c'est un motif. Alors,
peut-être pas de licenciement, ça va dépendre de l'ancienneté du salarié, de son poste, de ses états de service, mais en tout cas, c'est un motif de sanction. Puisque la personne qui est sur son lieu de travail et sur ses horaires de travail, puisque par exemple, la personne qui est à domicile en télétravail et sur son lieu de travail, n'est pas censée faire autre chose. Donc, là-dessus, c'est tout le problème de la preuve à obtenir. Maintenant, si vous avez la personne qui glisse entre la cuisine et son bureau parce qu'elle est partie se faire un café, vous allez avoir toutes les peines du monde à ne pas pouvoir faire passer ça comme un accident de travail, puisque la personne qui glisserait entre son bureau au travail et puis la kitchenette que vous avez fait pour que les salariés puissent se réchauffer un sandwich ou un café sera considérée comme un accident de travail aussi. Donc, c'est tout le problème de la preuve et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment essayer d'avoir un accord qui borde très, très bien ce genre de problématique, puisque comme tout, si vous avez la preuve de ce que le salarié a fait, ça se passe bien. Si vous ne l'avez pas, ça se passe mal. Avec le double problème pour vous que si ça passe en accident de travail, vous savez très bien que vous ne pouvez pas les licencier derrière et que vous avez des gens qui peuvent rester jusqu'à 2 ans en arrêt, jusqu'à une inaptitude. Et vu que c'est un accident de travail derrière, enfin qui est à l'origine de cette inaptitude, ça signifie verser une indemnité d'inaptitude, une indemnité de licenciement qui est doublée. Donc, il faut effectivement vraiment faire attention avec ce genre de choses puisque ça peut vous coûter cher. J'espère qu'on a bien répondu à votre question. Une autre question de Monsieur Boidron. Bonjour, si le salarié en télétravail est cadre avec un forfait jour annuel, donc 217 jours par an et non par heure, quels sont les horaires qui peuvent être considérés comme du télétravail? Surtout en cas d'accident à une heure limite comme 6h30 ou 20h par exemple. Concernant cette question-là, effectivement, le salarié en télétravail qui est en forfait jour, c'est comme un salarié lambda qui est en forfait annuel en jour. Problème, c'est qu'il n'est pas soumis à des horaires, s'il est cadre en plus. Son contrat de travail ne prévoit pas d'horaires. Soit la charte prévoit des horaires concernant les plages, des plages horaires de télétravail, mais est-ce que la charte prévoira que ces plages horaires-là s'appliquent aux salariés cadres? Je ne pense pas. Mais si la charte ne le prévoit pas, le salarié ne pourra déclarer un accident de travail en étant en télétravail uniquement s'il arrive à démontrer que pendant le moment de l'accident, il exerçait sa prestation, il travaillait. Faut savoir que l'entreprise, de toute manière, a la possibilité d'émettre des réserves. Mais c'est vrai qu'un salarié en forfait jour qui, par exemple, fait un accident à 5 heures du matin, faudrait qu'il arrive à établir qu'il travaillait à 5 heures du matin. Ou s'il fait un accident à minuit, il faudrait qu'il arrive à établir qu'il est en télétravail à minuit. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, peut-être que Jean-Pierre confirmera, à partir du moment où la charte de télétravail est très claire, qui prévoit des plages horaires, qui prévoit également un droit à la déconnexion à partir d'une certaine heure, le droit à la déconnexion s'applique également aux salariés cadres. C'est pas parce qu'il est en forfait jour, par exemple, qu'il peut travailler jusqu'à non-stop, 24 heures. Ça engage même la responsabilité de l'employeur. Donc, il faudra faire gaffe à ça. Si la charte est très précise et explicite, à ce moment-là, on pourra écarter ces cas un peu compliqués ou limite, comme on dit, d'accident à domicile pendant le télétravail. Si ce n'est pas le cas, il va falloir prouver, ce sera au salarié de prouver ou à l'employeur d'émettre des réserves en disant qu'il est peu probable qu'à l'heure 5 heures du matin ou 6 heures du matin, où le salarié a eu son accident de travail à son domicile, il était en train d'exercer sa prestation. Il était en train de travailler. Alors, c'est ça, c'est toute l'hypocrisie de ce système du forfait en jour. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire, et ça, c'est merci Martine Aubry, on est en train de vous dire que pour les cadres, finalement, on arrête de compter les heures de travail. Parce que voilà, c'est trop compliqué, c'est plus simple, machin. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a eu des abus, qu'on a des cadres qui bossaient jusqu'à 8, 10, 12 heures, même 15 heures par jour. Et que donc, du coup, il faut organiser leur temps de travail. Et sinon, s'il y a non-respect de la convention de forfait en jour, c'est déchéance de la convention de forfait en jour, calcul des heures supplémentaires et ça fait très mal. Et donc, du coup, on le voit, même par exemple pour les cas d'activité partielle, on fait des règles de 3 et on considère qu'une journée de travail, c'est 8 heures, même pour un cadre au forfait. Sauf que pour un cadre au forfait, sa journée, elle peut être de 3 heures comme elle peut être de 10 heures en fait. C'est toute l'hypocrisie de ce système. Alors, moi, ce qui me fait rebondir sur votre question, c'est pas tellement le fait qu'il y ait
un accident ou qu'il y ait quelque chose. Parce que si vous avez un accident sur une heure limite, par exemple, vous faites un accord de droit à la déconnexion et vous dites très bien que vos salariés ne peuvent pas travailler avant 7 heures du matin, les accès sont coupés, et ils ne peuvent pas travailler après 20 heures ou 21 heures. Faites le choix. Votre salarié est chez lui. Vous n'avez de toute façon aucune maîtrise sur l'heure à laquelle il fera son accident. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis sur mon poste de travail, je peux très bien tomber de ma chaise, vous dire que j'ai fait un malaise ou que j'ai glissé. Si ça m'arrive à 19 heures ou si ça m'arrive à 21 heures, honnêtement, entre le temps de prise en charge, l'appel du médecin ou des secours, on n'en saura rien du tout. On sera sur la limite. Moi, ce qui m'ennuie plus là-dedans, c'est que si vous avez quelqu'un qui commence à vous déclarer un accident en dehors des horaires normaux de travail, c'est que vous avez très possiblement sur le dos un problème beaucoup plus épineux qui va être celui du burn-out ou du harcèlement de votre salarié cadre qui va vous dire « moi, je travaille trop, regardez, je bosse à des horaires pas possibles et en plus, j'étais tellement fatigué que j'ai eu un accident de travail sur place. » Et là, vous avez le cocktail explosif de la personne qui va vous ressortir des mails où elle travaille jusqu'à pas d'heure en permanence, voire même le dimanche, sans que vous vous en soyez forcément rendu compte. La personne qui va vous ressortir quelques SMS ou mails parce qu'au bout d'un moment, vous aurez eu une autre discussion un petit peu musclée parce que soit elle ne travaillait pas assez, soit vous étiez énervé, soit elle vous énervait, peu importe. Et cette personne vous dit en plus, j'ai bossé tard parce qu'on m'a mis la pression, je me sentais mal et là, j'ai fait un accident. Et là, vous avez le cocktail explosif pour avoir une plainte au prud'homme derrière et un confrère qui vous écrit en vous disant, voilà, j'ai reçu un tel dans mon cabinet, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et là, ça risque de vous coûter assez cher. On est sur des indemnisations de l'ordre d'au minimum 6 mois de travail, plus 6 mois de salaire, pardon, plus le barème Macron qui, lui, fonction d'ancienneté. Donc, attention à ce genre de cas. Pour moi, ce n'est pas tellement le télétravail qui compte là. C'est surtout attention aux gens qui bossent sur des horaires un petit peu extrêmes comme ça. Faites vraiment attention de verrouiller ça. Alors après, il y a deux écoles. Soit vous verrouillez d'entrée de jeu en vous disant je ne prends pas de risque, au moins je dors sur mes deux oreilles et je leur interdis de bosser. Et puis si un jour ils me demandent qu'ils ont bossé trop tard, je leur dis attendez, nous on avait un accord, pourquoi est-ce que vous allez travailler après? Soit vous dites, je prends le risque parce qu'au final, sur 100 ou 200 salariés, j'en ai que un qui me posera un problème tous les ans ou tous les 2 ans, donc finalement, ça ne compte pas dans mon business plan. Mais posez-vous la question. Naturellement, moi, je vous invite à vous poser la question. Je ne suis pas là pour juger du bien du mal, mais c'est potentiellement un vrai problème. J'espère qu'on aura répondu. Merci beaucoup. Ah, il y avait eu… Une tentative de… Oui, il y a eu une tentative d'intervention. Il y a une autre question, enfin, il y a d'autres questions de Madame Delval. Nous avons organisé le télétravail lors de la crise sanitaire. Faut-il aborder les conditions de l'activité en télétravail lors de l'entretien annuel? Je ne suis pas persuadé parce que la crise sanitaire, c'est quelque chose de très particulier. Le télétravail était imposé pour tout le monde par le gouvernement. Donc, vous pouvez très bien le faire. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Vous pouvez très bien le faire et quelque part, tant mieux. Si maintenant, vous êtes dans une entreprise où vous sentez que tout va bien et que c'est juste pour vous assurer, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Si maintenant, vous suspectez que vous avez une ou deux personnes pour qui ça a posé problème et qui pourraient vous le reprocher plus tard dans un cadre ou dans un autre, à ce moment-là, faites-le. Mais si vous faites l'entretien pour un salarié, vous le faites pour tous. Vous ne faites pas cet entretien annuel que pour un de vos salariés. Maintenant, voilà, il n'y a pas d'obligation à ce stade à mettre dans l'entretien annuel le télétravail pour la crise sanitaire. Si maintenant vous avez un télétravail, comme on avait vu plus tôt, qui est organisé et qui est permanent dans l'entreprise dans le cadre d'un accord, là, il faut le traiter dans le cadre de l'entretien annuel. Ça. Alors, autre question, merci beaucoup. Il y a Monsieur Bayle. Avez-vous des retours d'expérience sur les modalités de contrôle du télétravail effectif? Quels moyens peut-on mettre en place en respect de la vie privée? Donc, je pense que vous en avez déjà parlé de la déconnexion. Oui, il y a toutes ces chartes à la déconnexion. Il y a l'entretien annuel. Il y a également le fait que si vous vous rendez compte que quelqu'un commence à vous envoyer des messages
le vendredi soir à 22 heures, le dimanche après-midi en disant non, non, mais c'est pas grave, je faisais juste mes notes de frais ou machin, vous dites non, tes notes de frais, tu les feras dans le sein de l'entreprise. Même si après, vous leur mettez la pression pour que les personnes se bougent pendant les heures de travail, mais soyez tout de suite très, très strict sur ce genre de message que vous recevez en dehors des horaires normales de travail. Et puis, il y a également de la possibilité, parce que je sais que ça existe, des entreprises font ça, on crée des pointeuses. Et donc, alors, c'est pas des pointeuses, hein, c'est simplement une ouverture de session Windows qui enregistre l'heure d'ouverture de la session, l'heure de fermeture de la session, et vous savez exactement le nombre d'heures pendant lequel votre salarié a travaillé. Et vous avez le retour. Alors ça, c'est pratique pour des gens qui sont aux 35, aux 39 heures ou 45 heures. C'est tout de suite un petit peu plus problématique en termes de cadre. C'est-à-dire qu'en termes de cadre, vous ne pouvez pas vous servir de ça pour contrôler le temps de travail. Maintenant, vous voyez les rapports qui vous sont faits. Vous les contrôlez 2, 3, 4 fois par an. Hein. Et si vous voyez que les rapports font que la personne travaille plus de 10, 11 heures par jour, là, commencez à vous poser une question. Maintenant, si vous voyez que la personne elle est à 35-40 heures sur son PC, il n'y aura aucun sujet sur l'équilibre vie privée, vie pro. Il y avait Je viens une de petite voir précision. que M. Beck demande plutôt que la question est dans l'autre sens, c'est plutôt de savoir si la personne travaille bien. C'était bien ça la question? Ouais, je crois que c'était plus au niveau effectif, Pour si elle savoir travaille si la bien. personne travaille bien, il faut savoir, comme on avait vu sur le support, que l'employeur conserve toujours son pouvoir de direction pendant le télétravail. Il conserve son pouvoir de direction, ce qui veut dire que pendant les plages horaires, il peut contacter le salarié en télétravail, faire des réunions visioconférence pour justement s'assurer que le salarié travaille bien. Si c'est ça la question, ce serait plutôt ça. Mais donc, l'employeur conserve son pouvoir de direction pendant les plages horaires. Est-ce qu'il y a baisse de productivité, par exemple? Est-ce qu'il y a une baisse de productivité en télétravail ou une hausse de productivité? S'assurer que la personne travaille bien, oui, je vois. Ben ça, malheureusement, vous ne pouvez pas, sauf avoir… Faire de lien direct. Voilà, si la personne rend en temps et en heure tous les travaux que vous lui demandez. Donc, effectivement, si vous tombez sur une rockstar qui est capable de faire en 2 heures ce que quelqu'un ferait normalement en 8 heures, vous ne pouvez pas vous assurer qu'il a bien travaillé pendant 2 heures et qu'après, il passe le reste du temps à se tourner les pouces. Donc là, ça va être toute la finesse de la gestion du chef d'entreprise où vous leur donnez un certain nombre de tâches et ils doivent vous rendre compte au fur et à mesure de la bonne exécution de ces tâches. Alors, c'est beaucoup plus facile de contrôler le travail d'une personne qui est au taux horaire, 35, 40 heures, que sais-je, puisque là, vous envoyez un mail, elle doit faire, et dès qu'elle a fini, elle vous renvoie le travail, de la même manière que vous le contrôlez un petit peu sur place. S'agissant d'un cadre, là, ça devient un petit peu plus délicat. Et il y a un lien de confiance qui doit naturellement exister. Et si ce lien de confiance n'existe plus, effectivement, le contrôle du travail du cadre est délicat. Alors, il va falloir petit à petit faire des mails pour dire voilà, je comprends pas, puisque je t'ai donné quelque chose qui devait nécessiter, moi, je sais pas, vous pouvez parler d'un travail, c'est-à-dire que si vous avez un cadre au forfait en jour, vous pouvez me dire, voilà, je t'ai donné une tâche, me faire tout ça, ça devait te prendre 2, 3, 4 heures, on est le surlendemain, je n'ai toujours pas, que se passe-t-il? Active. Donc ça, vous pouvez, vous avez le droit de faire et vous devez même le faire parce que vous vous exposez aussi à la possibilité d'avoir un salarié qui est en insuffisance professionnelle parce que juste, il n'est pas capable de fournir la charge de travail demandée. L'insuffisance professionnelle est un motif de licenciement, mais attention, c'est un motif à double tranchant. Il faut vraiment travailler ça. Il faut vraiment avoir de très nombreux mails de relance, de reprise. Il faudra aussi être en mesure de démontrer que vous avez essayé de former le salarié à être aussi bon que ses collègues. Et enfin, au-delà de la formation et tout, que vous l'avez prévenu suffisamment et que ses collègues, eux, par contre, pour un travail identique, mettent 2 ou 3 fois moins de temps. Donc, c'est faisable, mais c'est compliqué. Mais effectivement, s'agissant d'un cadre, ça va être très délicat de savoir s'il est vraiment en train de travailler ou s'il ne fait pas autre chose. Ça je vous l'accorde. Et malheureusement, là-dessus, il n'y a pas de Saint Graal. C'est-à-dire que chaque employeur le fait un petit peu comme il le sent. Certains sont très intrusifs, pas sortant au téléphone à rappeler, à mettre la pression, quitte à ce que le salarié se sent mal. D'autres sont un petit peu plus en retenue et puis attendent, puis quand ils voient que rien n'est fait au bout d'une semaine, par contre, déclenchent les chevaux. Et vous avez toujours la possibilité de convoquer la personne à un entretien préalable, de lui mettre un petit peu la pression. En tout cas, avant de faire l'entretien préalable de licenciement dans un entretien, lui mettant un petit peu la pression. Et puis, s'il ne bosse toujours pas, faire un avertissement en disant tu travailles pas assez, c'est pas normal. Donc, faut rester ferme en fait.
faut rester ferme, mais en même temps compréhensif. Et ça, c'est toute la difficulté du télétravail. Merci beaucoup. J'espère que ça a bien répondu à votre question, Monsieur Bale. Il reste 3 questions. Ah super, parfait. Ça a répondu. Il reste 3 questions qu'on fasse rapide parce qu'on a un peu dépassé niveau temps. Il y a Monsieur Baudron qui repose une question en rapport avec ce que vous évoquiez, donc le cas du télétravail, le matin et le chômage l'après-midi. Oui, Quelle est l'heure limite? alors, si vous avez un cadre, considérez qu'une journée de travail pour un cadre, c'est 8 heures. Donc, vous considérez, alors après, je ne connais pas les modalités de votre activité partielle, hein, mais si votre activité partielle, c'est moitié de temps, comme avait dit le gouvernement, bah, vous comptez 4 heures de travail le matin. Donc, si le matin, vous pensez qu'il attaque à 9 heures, c'est de 9 heures à 13 heures. C'est-à-dire qu'au-delà de 13 heures, plus de son, plus d'image. Voilà. Et en plus, si vous considérez que vous travaillez à 8 heures, bah, c'est 8 heures midi. Et soyez un petit peu strict là-dessus, comme ça, il n'y a pas de sujet. Ah oui, parce que là, on a laissé un petit peu filer, je me permets d'intervenir. Mais c'est vrai que souvent, ça commence vers 7 heures du matin, ça finit à 13 heures, donc ça fait pas du tout 4 heures, ça fait beaucoup plus que ça. C'est tout à fait ça. Peut-être de se mettre en infraction vis-à-vis de l'inspection du travail. Alors, tout à fait. Vis-à-vis de l'inspection du travail, qui va vous reprocher un travail dissimulé, et vis-à-vis du cadre, qui va vous dire, non mais moi j'ai fait une journée complète de travail. Donc là, vous avez vraiment un double risque là-dessus. Si je me permets, dans le contrat de travail du salarié à temps partiel, vous avez bien les horaires, enfin, de travail et la plage horaire. Là, c'est vraiment lié au Covid. Hein. C'est-à-dire qu'on a basculé, tous les collaborateurs ont basculé en travail généralement le matin et chômage partiel l'après-midi. C'est en train d'ailleurs de régresser. C'est-à-dire que là, cette semaine, il n'y a plus que cet après-midi et vendredi après-midi. Et puis, je pense que d'ici une semaine ou deux, ça disparaîtra. Et le problème, c'est qu'il y a antériorité et il y a des traces par les mails. Oui, mais alors, pas de psychose excessive. Parce que vous basez dans le… Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Vous pouvez également vous baser sur le nombre d'heures déclarées à l'administration pour le chômage partiel. Ah, mais ça, c'est RH qui s'en occupe. Ça, je sais pas ce qu'ils font. Non, mais vraiment, vous basez sur le nombre d'heures déclarées et vous vous basez sur le début de son activité et vous le calculez sur le nombre d'heures déclarées. S'il commence à 7 heures et qu'on l'a déclaré en chômage partiel avec 4 heures d'activité en réel, eh ben, il ne pourra pas, en cas d'accident, après 7, 8, 9, 10, 11, après midi, il ne pourra pas déclarer son accident en accident de travail. Sachant que c'est lié à la question précédente, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des cadres en forfait jour, pas en forfait heure. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une demi-journée? C'est 6 heures, 12 heures, on ne sait pas trop quoi. C'est toute l'hypocrisie du système. En fait, si vous êtes juste sur 1 ou 2 heures de dépassement, c'est pas trop grave, d'accord? Parce qu'il y a toujours un flottement. Après tout, c'est un cadre, il est autonome. Si maintenant vous êtes sur quelqu'un qui va vous faire 7 heures de travail, vous voyez, dans la matinée, il commence à 6h30, il finit à 13h30. Là, on commence à avoir un véritable risque. Ouais. Mais attention, parce que c'est pas parce qu'on a un risque sur une fois ou deux, c'est là où vous aurez un risque, c'est si vous faites ça de façon permanente, en dehors du Covid. Là, c'est le Covid. Ça va être quand même assez souple dans l'appréciation par les inspections. Le vrai risque, c'est aussi par le salarié. Parce que je ne voudrais pas que votre cadre vous dise, moi, j'ai beaucoup trop bossé, maintenant je suis en situation de burn-out, vous ne m'avez pas interdit de bosser. Parce que les gens savent très bien dire que c'est à l'employeur de leur interdire de bosser aussi. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Si vous n'avez pas de cadre qui est problématique, si vous sentez qu'il y a une bonne ambiance dans votre équipe, que tout le monde va bien, pas de psychose excessive là-dessus, d'accord? Si maintenant vous sentez que vous en avez un qui bosse quand même énormément et qui est potentiellement à risque, dites-lui, écoute, non, ça suffit là, pour les jours qui viennent, maintenant tu arrêtes tes conneries et tu arrêtes de bosser à 13 heures, tu poses, tu fermes, vous voyez? Et vous évitez de prendre le risque. Il vaut mieux avoir un petit message en disant, je me suis rendu compte que tu bosses un petit peu trop, machin, ferme le truc. Et au moins, en cas de contrôle, vous pourrez démontrer que quand vous êtes rendu compte et vous avez eu conscience du problème, vous avez tout de suite pris une action corrective, plutôt que de laisser aller. Si maintenant, aucun de vos salariés va se plaindre, le risque est franchement peu élevé, quoi. D'accord? Parce qu'une inspection du travail n'ira pas d'elle-même aller vérifier combien de temps ils ont travaillé au total. Oui, vous prendront sur 1 ou 2, mais ça s'arrêtera là. Le vrai risque, c'est en cas de plainte d'un salarié. Et là, vous avez la plainte d'inspection du travail et la plainte prud'homme. Vous pouvez aussi faire une note de service. Ça répond également à l'obligation de prévention de l'employeur. Donc, bien avant, vous faites une note de service, donc que ce soit un mail,
et vous informez finalement les salariés qu'ils doivent respecter telle et telle règle et qu'ils ne doivent pas travailler au-delà de 13 heures, par exemple, au-delà de 13 heures, je veux dire après 13 heures, et vous faites cette note de service-là qui pourra vous servir en cas de contentieux en disant que vous avez respecté votre obligation de prévention et que les salariés étaient informés. D'accord. Votre intervention est très très intéressante depuis le début, et on aurait dû la voir et la devoir. Ça nous aurait peut-être évité de se mettre en porte-à-faux dans certains cas, parce que je pense qu'on n'a pas fait tout bien. Mais bon, c'est fait. Maintenant, on est en train de dégager du système du chômage partiel, donc c'est sur le papier. Et c'est intéressant, très intéressant, parce que les réponses sont claires. Bon, merci beaucoup, tant mieux. Merci beaucoup. On va essayer de faire rapidement pour finir. Avez-vous des infos sur le retour des personnes vulnérables et celles vivant sur le même toit? Des pressions peuvent-elles exercer par certains salariés pour revenir en présentiel? Alors, je n'ai pas encore vu ça. Et alors, pour le coup, le salarié qui me ferait de la pression pour revenir en présentiel alors qu'ils ont des personnes vulnérables sur le même toit, c'est du suicide pour eux, puisque à se déplacer, ils font prendre plus de risques à leurs proches plutôt qu'à rester sur place. Donc, pour moi, c'est une vraie fausse question. Et de toute façon, tant que là, la crise sanitaire est en cours, et j'ai vu ça irait jusqu'à le milieu du mois de juillet, vous pouvez clairement imposer encore le télétravail, peu importe les pressions du salarié. Là, vous êtes couvert par la loi, donc la question ne se pose même pas pour l'instant. Merci beaucoup. Et juste une dernière, les échanges SMS avec un salarié en télétravail ont-ils une valeur juridique? Oui, de toute façon, tous les échanges SMS, WhatsApp, mail, ils ont tous une valeur juridique. La seule chose qui n'a aucune valeur juridique, c'est enregistrer une discussion avec un salarié sans qu'il soit connu d'enregistrement. De la même manière qu'un salarié qui enregistre pendant l'entretien préalable, ça vaut rien du tout. Voilà. Mais tous les SMS sont super importants et faites justement très attention à la façon dont vous vous exprimez à un salarié par SMS ou par WhatsApp. Parce qu'on a tendance à répondre rapidement. Je ne demande pas qu'on mette des formules de politesse. On se fiche du mettre du cordialement, du votre bien dévoué, du machin dans les messages. C'est pas ça. Mais attention à ce que vous dites. Le message, comme j'ai eu, t'es viré parce que tu corresponds pas aux qualités physiquement recherchées pour le poste, c'est du suicide. Donc, faites attention à ça surtout. Les formules de politesse, encore une fois, on s'en fiche. On n'en a pas besoin. Et rapidement, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut imposer des déplacements professionnels dans le cadre du télétravail pour un rendez-vous de chantier? Bien sûr, télétravail, c'est une organisation du travail. La personne qui travaillait sur place, allait aussi à ses rendez-vous de chantier. Le fait qu'elle travaille de chez elle ou de je ne sais pas où, un hôtel ailleurs, va aussi sur ses rendez-vous de chantier. Ça ne change rien. Et la prise en charge des frais pour les rendez-vous, les indemnités kilométriques et autres, est la même qu'en temps normal. Ça ne change pas. Exactement. Et d'ailleurs, si vous avez une charte de télétravail ou un accord de télétravail, il faudra bien prévoir cela. Comme ça, ce sera marqué noir sur blanc que pendant la période de télétravail, pour les besoins de l'entreprise et à la demande de l'employeur, le salarié en télétravail devra se rendre sur les chantiers, sur les rendez-vous de chantier. Et comme ça, vous le bordez et vous le cadrez. Super, vous avez répondu à toutes les questions. Donc, merci beaucoup, c'était super. Merci pour la clarté de vos propos et de toutes ces précisions. Je pense que tout le monde a bien apprécié. Il y a eu des bons retours dans le chat. Merci pour la clarté de ce webinaire. Merci beaucoup, merci parfait. Donc, merci beaucoup. On va clôturer ce webinaire. On a un peu dépassé du temps, mais ça va, c'est dans mesure du raisonnable. On n'est pas trop non plus. On vous enverra du coup tous les éléments par mail, donc avec la présentation, le contact de nos deux intervenants. Donc, si vous avez des questions supplémentaires ou bien sûr des envies de travailler avec eux pour tel ou tel sujet, n'hésitez surtout pas. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Et voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre présence, bonne journée et merci pour l'invitation, Charline. Merci, merci à vous deux pour votre temps hein. Et voilà, et pour le travail que vous avez nécessité, pour le travail effectué, c'était super. Super, merci. Et merci aux participants, c'était très riche quand même, le dernier quart d'heure ou la dernière demi-heure. C'était bien intéressant. Oui, il y a eu beaucoup de questions, c'est super. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup.